à tous, bienvenue sur Monaco Info. Sans plus attendre, voici les titres de votre journal. Nous ouvrirons cette édition avec une conférence de presse organisée par Laurent Nouvion au Conseil national. Nous vous dévoilerons la saison 2016-2017 de l'Opéra de Monte-Carlo. Nous reviendrons sur l'exercice Ramoge qui avait lieu ce mercredi au large de Monaco. Nous parlerons art avec la dernière œuvre de Mr. Wanties. Nous fêterons les 30 ans de la compagnie des ballets de Monte-Carlo et nous terminerons avec du sport dans le cadre de la journée du respect. Vous l'avez vécu en direct sur Monaco Info, l'ouverture de la session de printemps du Conseil national avait lieu ce mercredi soir, au lendemain de ces débats qui ont été marqués par l'élection de Christophe Steiner au poste de président de la Haute Assemblée. Les déclarations ne se sont pas fait attendre. L'ancien président, Laurent Nouvion, a souhaité réagir à l'occasion d'une conférence de presse. L'objectif était, le lendemain de cette soirée un peu particulière, d'annoncer la création du groupe Horizon Monaco, des 8 élus autour de moi. C'était important, nous le devons aux Monégasques, puisque nous avons porté un projet politique, un bilan, et annoncer également que, bien que nous allions refuser l'ensemble des commissions, puisqu'hier nous avons été exclus des commissions importantes, commission de placement de fonds, tripartite SBM et autres, puisque nos anciens amis se sont mis à notre place, eh bien, nous sommes là au travail, et que nous serons dès ce matin au travail au Conseil national, dans le cadre de nos bureaux, dans le cadre de nos activités, et pour servir les Monégasques, parce que les grands dossiers continuent, ceux que j'ai traités depuis 3 ans en tant que président, et que je continuerai à ma place de faire avancer. Et dans un tout autre registre, l'Opéra de Monte-Carlo dévoilait sa saison 2016-2017 ce jeudi à la Salle Garnier. José Sacré assistait à cette conférence de presse de présentation. Une salle Garnier pleine à craquer ce jeudi 28 avril, pleine à craquer de journalistes et d'amateurs d'art lyrique venus non pas pour assister à une représentation lyrique ou à un concert, mais pour écouter Jean-Louis Grindin, le directeur de l'Opéra de Monte-Carlo, présenter la saison 2016-2017 de la prestigieuse maison qu'il dirige. Une programmation que vous présentez comme un voyage, l'opéra comme un voyage. Qu'est-ce que vous entendez par là ? L'opéra comme un voyage, c'est le fait que quand on voyage, on découvre, on revoit des endroits que l'on connaît, des villes, des rivages que l'on connaît, et puis on découvre des nouveaux continents. Et on se laisse surprendre par un paysage que l'on aime ou que l'on n'aime pas. On peut avoir du mauvais temps aussi, voilà. Et l'opéra comme un voyage, cette saison, c'est tout simplement le plaisir de découvrir au fil de l'eau des artistes que l'on n'a pas encore vus, des œuvres que l'on croit connaître, mais que l'on ne connaît pas vraiment. Et de se laisser surprendre. Je crois que l'opéra trouve ses lettres de noblesse quand il est interprété au plus haut niveau, mais également quand la surprise est au rendez-vous. Et c'est ça qui fait la richesse d'une saison comme la nôtre. Voilà, je pense qu'on entend en fond musical le célébrissime chœur de Nabucco qui sera à l'affiche la saison prochaine. Oui, alors il y aura beaucoup d'opéras la saison prochaine. Il y a Nabucco pour la fête nationale avec le grand baryton Léo Nucci. Il y aura Brinterfell juste avant. Nous aurons également Annick Massis dans Maria Stuart en version concert. Jonas Kaufmann, enfin Jonas Kaufmann à l'Opéra de Monte-Carlo pour un récital. Et puis Manon de Massenet avec Sonia Ioncheva. Un événement tout particulier qui est le Tannhäuser en français, donc dans sa version originale de Paris, présenté pour la première fois peut-être depuis un siècle, ce qui était vraiment pour nous un tour de force, je crois, et donc une œuvre majeure d'intérêt pour l'Opéra de Monte-Carlo. J'imagine que tous les chanteurs doivent apprendre le rôle en français, non ? Tout le monde apprend le rôle, bien sûr, parce que personne ne le connaît, puisque ça n'est jamais chanté en français, mais je le redis, c'est la version de Paris, c'est une grande première. Avant, nous aurions eu Cenerentola avec Cecilia Bartoli pour célébrer le bicentenaire de la création de l'œuvre, 1817 à Rome, et puis le Barbier de Séville, et puis nous terminerons un peu plus tard, après un nouveau récital de Nate Schumann et un opéra en concert avec Ludovic Tézier de Simon Boccanegra. Nous allons terminer ici à Garnier avec le Trouvère de Verdi qui fait partie des grands opéras du grand répertoire, sans omettre le récital de piano d'Hélène Grimaud que nous coproduisons avec le Printemps des Arts. Le premier spectacle de la prochaine saison sera un ciné-concert avec le concours des archives audiovisuelles de Monaco. Au programme, le fantôme de l'opéra. L'accompagnement musical sera improvisé par Jean-François Zigel. Mais l'événement de cette saison, et nous n'en doutons pas de celles qui suivront, sera la création d'un tout nouvel ensemble de l'opéra dans le registre baroque, les Musiciens du Prince, dont Cecilia Bartoli sera la directrice artistique.
Le concert inaugural des musiciens de Prince aura lieu dans la cour d'honneur du Palais Princier le 8 juillet 2016. Ce programme et beaucoup d'autres informations, vous pouvez les retrouver sur la chaîne consacrée à l'opéra, désormais ouverte sur le portail internet Monaco Channel. Nous vous le disions dans nos précédentes éditions, l'Accor Ramoge a fêté ses 40 ans. Des célébrations ont eu lieu ce mardi soir en présence du souverain. Et dès le lendemain, à la première heure, un exercice anti-pollution était organisé au large de Monaco. Patricia Navarro était sur place. Après l'île d'Elbe, après Gênes, Bonifacio ou Marseille, c'est à proximité des côtes de la Principauté que l'exercice Ramoge-Pol 2016 a été organisé. Une fois par an, les pays signataires de l'accord Ramoge participent à ce type de simulation grandeur nature d'une pollution marine pour mieux tester leur réactivité et la manière dont ils peuvent allier leurs moyens pour faire face à une telle menace. Il y a un des objectifs qui était la démonstration de savoir-faire. Pour la partie italienne et la partie française, on a de longues expériences en matière de lutte anti-pollution parce qu'on a vécu tout simplement ensemble des catastrophes. On en a retiré des leçons. Donc, outre cette démonstration de savoir-faire, bien, il y a la mutualisation des moyens et puis la mise en œuvre concrète d'un plan de lutte anti-pollution que nous partageons ensemble. On partage les mêmes préoccupations, on présume les mêmes risques sur la mer, on porte le même esprit de responsabilité ensemble. On a besoin de solidarité sur la mer, évidemment comme à terre, tout simplement parce qu'en mer, une pollution ne connaît pas de frontières. Pour mener à bien ces exercices, des scénarios de catastrophes sont proposés chaque année. Cette fois, il s'agissait de simuler une collision entre deux navires, dont un transportant du pétrole. Collision ayant pour conséquence un déversement d'hydrocarbures dans la mer, puis le déclenchement du plan Ramoge-Pol s'appuyant sur des moyens marins et aériens, avec à terre des cellules de crise. Pour rendre vivant un scénario, il y a une fiction et donc il y a une animation qui est organisée et cette animation va injecter un certain nombre de données dans l'exercice pour animer les acteurs. Et les acteurs, aujourd'hui, ils ont une double mission, assister un navire en difficulté, avec la nécessité de passer une remorque sur ce bateau. On va voir si on va jouer cette fiction compte tenu des données météorologiques que nous avons, ou alors lutter contre une pollution en mer en mutualisant un certain nombre de moyens franco-italiens, le tout sous coordination française dans les eaux monégasques. Les conditions météo ont rendu l'exercice particulièrement difficile, mais toute simulation est source d'enseignement, notamment en termes de coordination et mise en œuvre de moyens. Après cet exercice Ramoge-Pol, pour parachever les célébrations du 40e anniversaire de l'accord Ramoge, une conférence sera organisée au mois de septembre prochain au musée océanographique pour présenter les résultats de la campagne menée dans les milieux marins profonds de la zone Ramoge l'été dernier. Et eux aussi sont tournés vers la mer. Ces 600 portraits installés depuis le début de la semaine sur la façade d'Unibox font partie d'un large projet artistique, Inside Out Project, mis en place par l'artiste Mr. Wanties. Alexandra Pani vous propose de découvrir ce qu'il se cache derrière ces multiples visages. Des sourires, des grimaces, des clins d'œil, plusieurs générations s'entremêlent dans cette fresque monumentale. C'est une première en Principauté. Ce projet autofinancé par l'artiste Anthony Alberti, alias Mr. Wanties, est avant tout un hommage aux personnes qui cultivent la diversité de Monaco. Si j'ai fait ce projet, c'était tout d'abord un projet humain pour montrer les âmes des gens qui travaillent ici, puisque le problème en fait que j'ai rencontré, c'est qu'à chaque fois que je voyage, tout le monde, en fait, quand on parle de Monaco, ils sont persuadés qu'à Monaco, il n'y a que des milliardaires qui y vivent, qui y travaillent et qui... Tout le monde a 2 Ferrari, 3 bateaux. Et en fait, c'était quelque chose qui m'agaçait assez et j'ai décidé de faire ce projet-là pour montrer le vrai visage des gens qui font de Monaco Monaco. Pas seulement ceux qui y vivent, mais ceux qui y travaillent. De la personne d'entretien au monsieur sur le chantier, jusqu'au boulanger, le poissonnier, tous les gens du marché, les serveurs, les gens du monde de la nuit, les gens des restaurants, les instituteurs, les médecins. Tous ces gens-là qu'on ne voit jamais en fait, j'ai eu envie de les prendre en photo et que ce soit eux qui regardent en fait le monde. C'est un projet qui commence à mûrir dans la tête d'Anthony Alberti il y a un peu plus d'1 an, à la suite d'une publication sur les réseaux sociaux du groupe Inside Out Project, lancé en 2011 par l'artiste JR. C'est ensuite avec le soutien de sa fidèle équipe que Mr. Wanties mène jusqu'au bout ce projet.
Après une journée entière de lessivage des murs du Nibox et 2 jours à coller des centaines d'affiches, le public peut enfin découvrir ces visages en noir et blanc. L'expo performance Dare to Be You va durer jusqu'au mois de septembre si tout se passe bien. Du moins, si c'est les conditions du contrat que j'ai avec le propriétaire de l'immeuble, s'il n'y a pas d'affiche qui doit s'arracher, etc. Ça se passe avant la Nuit Blanche et je crois que c'est la plus grosse installation artistique extérieure qui ait jamais été réalisée. Et c'est un cadeau que je fais pour Monaco, puisque c'est moi qui ai financé cette exposition Action. Je tiens surtout en fait à dire un immense merci en fait à toute l'équipe que j'ai derrière moi. En fait, ce mur-là, il voulait dire qu'on est rien sans les autres et qu'il faut penser aux autres. Et eux, ils ont pensé à moi, ils ont été là. Et maintenant, c'est un petit souvenir que je leur donne et c'est moi qui pense à vous tous. Et ils sont nombreux à avoir joué le jeu. Sur la façade extérieure, tout comme à l'intérieur du bâtiment, c'est non sans fierté que la plupart se découvrent. Ça vous fait quoi là de vous voir en grand sur les murs de Monaco? Ça fait bizarre. Et ça fait plaisir de faire partie d'un grand projet comme celui-ci. C'est génial. Je trouve ça génial de voir toutes les expressions, tout ce monde-là. Non, je trouve ça super. Vraiment. C'est génial. C'est une bonne initiative. Derrière chacun des visages se cache une anecdote, à l'image de cette dame située à droite du prince souverain. J'ai une dame qui m'a appelé pendant que j'étais en train de prendre les photos et qui m'a dit j'ai une maman qui est très âgée, qui a travaillé toute sa vie à Monaco. Elle m'a dit elle n'a pas fait des grands travaux ni quoi que ce soit, mais elle a travaillé toute sa vie à Monaco. Et aujourd'hui, elle est en chaise roulante et elle ne peut pas se déplacer jusqu'à vous. Du coup, en fait, avec toute notre équipe, on est allé la voir. Et quand j'ai dû faire le choix fatidique de savoir qui je mettais à côté du prince, je voulais mettre cette dame-là parce que elle n'a peut-être pas l'occasion de le rencontrer. Alors je me suis dit que comme ça, ils seraient ensemble pendant 6 mois. Tous les regards sont tournés sur cette imposante façade du Nibox. Chacun essaie de retrouver un visage familier. Je prête plus attention aux autres en fait, à tous les visages qui représentent la principauté. Et on voit même aussi son Altesse sur le mur, donc on apprend à regarder les autres et par là même on se regarde soi-même. Donc c'est la diversité, le monde, les expressions, les amusements, enfin voilà, c'est très réussi. Oui, tous les 3 en famille, côte à côte, papa, maman et le grand garçon. Et alors comment ça s'est passé pour vous cette séance shooting? Très bien, donc c'était sur la place d'Armes. On allait déjeuner un dimanche matin place d'Armes, pas très réveillés. Et Anthony Alberti nous a shooté chacun notre tour, le plus naturellement possible, sans poser, avec une grimace de préférence. Des grimaces et des sourires qui resteront figés face à la mer jusqu'à la fin de l'été. Toujours dans le domaine culturel, jusqu'au 1er mai, la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo propose un programme anniversaire dans le cadre de ses 30 ans. Sandrine Nègre a suivi pour vous une partie des répétitions au Grimaldi Forum avec un chorégraphe de renom, Jiri Kilian. La Compagnie des Ballets de Monte-Carlo célèbre cette année ses 30 ans. Eux se connaissent aussi quasiment depuis 3 décennies. Jean-Christophe Maillot et Jiri Kilian sont amis depuis 26 ans. Pour les 30 ans de la Compagnie des Ballets, Jean-Christophe Maillot a ainsi demandé à Jiri Kilian d'imaginer près de 10 ans après Gods and Dogs, une soirée entière à son image. C'est surtout je crois un grand bonheur pour les danseurs. C'est un moment assez unique pour eux de pouvoir partager comme ça trois pièces de Jiri Kilian dans la même soirée, de l'avoir avec eux, qu'ils puissent travailler avec eux. Ça, c'est un moment toujours extrêmement privilégié. Et puis je crois que pour le public aussi, de voir un spectacle complet d'un chorégraphe tel que lui, je trouve que c'est très intéressant, surtout qu'il a pu composer le programme comme il le voulait. Donc voilà, je crois que c'est une belle manière pour nous de fêter notre anniversaire avec une personnalité comme celle-là. Et une création pour vous, monsieur. Absolument, ça c'est la cerise sur le gâteau. I knew it was a celebration. Je savais qu'il s'agissait d'une célébration et lorsqu'il s'agit d'un anniversaire, nous fêtons cela.
Alors j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'apporter une partie du travail que j'avais fait en l'honneur de la reine Béatrix des Pays-Bas, collectionneuse de chapeaux. Un travail aussi avec le roi Jean-Christophe et la reine Bernice. Nous avons l'honneur de recevoir son Altesse royale la princesse de Hanovre et son Altesse sérénissime le prince Albert II. Et pour rester dans l'aristocratie, j'avais pensé bien avant qu'il nous quitte que des musiques de Prince étaient de rigueur. So we are all in a good family. Bella figure à Gods and Dogs donc, mais aussi chapeau. Difficile pour nous de vous livrer tous les détails de ce programme proposé ici au Grimaldi Forum, car il est, à juste titre, auréolé de mystères et de secrets pour permettre aux spectateurs d'assister à de véritables belles surprises, à l'image de celle-ci des séances de danse qui ont donc réuni Jean-Christophe Maillot et Bernice Kopieters. Des séances souhaitées par Jerry Kilian et marquées par une très belle complicité que l'on retrouve dans Oscar. Avant tout, je crois que ce qui était formidable, c'était simplement de passer 10 jours ensemble dans un studio avec Bernice, qui est une danseuse que j'ai adorée, que j'adore toujours, et puis se retrouver comme ça dans une complicité sympathique, un travail où la notion de plaisir est quelque chose qui est essentiel. Après, le film est la composante de ce moment extraordinaire qu'on a passé ensemble et qu'on gardera longtemps. C'était un moment assez magique et assez extraordinaire. Et le résultat est vraiment surprenant à découvrir absolument jusqu'au 1er mai au Grimaldi Forum. Sachez que si vous ne pouvez pas vous y rendre, une belle séance de rattrapage vous sera proposée prochainement sur Monaco Info, une émission réunissant José Sacré, Jean-Christophe Maillot et Bernice Kopieters. Théâtre à présent avec la pièce Une diva à Sarcelles qui, contrairement à son nom, ne se joue pas à Sarcelles mais au Théâtre des Muses ce vendredi et ce samedi à 20h30 et dimanche à 16h30. Une pièce, voire une comédie musicale écrite et mise en scène par Virginie Lemoine. Je vous propose de l'écouter. C'est une soprano qui a une petite heure de gloire et dont la carrière après est allée de Carré en Scylla. Et un jour, elle retrouve le plein épanouissement de son art en chantant dans sa cuisine devant un public imaginaire. Donc elle est vraiment en disgrâce, elle perd pied, quoi. Elle est vraiment en disgrâce avec la réalité. Donc pour le public, c'est l'occasion d'écouter un concert parce qu'elle chante. Et puis elle raconte sa vie, donc elle a un vieux pyjama dégueulasse, elle va chercher ses oripeaux dans sa garde-robe, elle rentre plus dedans, elle remet ses belles robes de Traviata, etc. Et puis, bon, elle ne gagne plus sa vie, donc elle est expulsable, c'est aussi l'histoire de la précarité, quoi. Et son seul lien avec le monde extérieur, c'est le concierge de son immeuble, M. Larsonneur, qui est fou amoureux d'elle, mais ne touchera jamais un cheveu de Mme Michetskaya, qui s'appelle en fait Mme Michon, elle a un petit peu arrangé son nom, et il veille sur elle, et il essaie de la ramener à la réalité, qu'est l'expulsion, mais dès qu'il la ramène à la réalité, vite, elle s'en échappe avec des médicaments et de l'alcool, et c'est l'histoire chaotique de ces deux personnages, cette diva despote et touchante, et ce adorable et patient gardien d'immeuble qui veille sur elle avec une infinie mansuétude et puis en même temps de l'autorité parce qu'il faut se faire entendre par un personnage comme ça. Passons au sport. Dans le cadre de la journée du respect, près de 300 élèves de 4e du collège Charles III ont pu participer à des ateliers et à des petits matchs de rugby. Frédéric Ellion était sur place. Un fil conducteur pour une journée, mais surtout pour la vie au quotidien, à l'occasion de la 5e édition de la Journée du Respect, instaurée par la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 300 élèves des classes de 4e du collège Charles III ont foulé mardi la pelouse du stade des Moneghetti pour une grande journée de rugby. Les élèves ont enchaîné divers ateliers sous l'œil de leurs professeurs. Pas question aujourd'hui de juger les qualités rugbystiques, c'est l'attitude qui prime.
La journée du respect, en fait, elle a été instaurée pour créer un climat d'ambiance, pour permettre à tous les élèves de partager les valeurs du rugby, qui sont le respect, l'entraide et le dépassement de soi. Donc voilà, on a choisi le rugby et c'est quelque chose qui nous tient à cœur tous les ans. Et tous les ans, on a des parrains prestigieux. On a fait plusieurs ateliers, des ateliers un petit peu de plaquage, des ateliers de vitesse, et ensuite une mise en application sous forme de match. Ça crée une sorte d'émulation entre eux. Et voilà, il y a un côté sympathique. D'une part, et puis deuxièmement, il y a toujours cette notion de respect qui est très importante et c'est vrai que le rugby a toute sa légitimité dans cette journée du respect. La remise des récompenses s'est tenue ce jeudi midi au gymnase de l'Annonciade en présence de Frédéric Pomarel et Teddy Bouraoua, l'entraîneur et le capitaine de l'équipe de France de rugby à 7, de passage en principauté afin d'évoquer le Monaco Sevens, le tournoi qualificatif olympique de rugby à 7 qui se tiendra les 18 et 19 juin à Monaco. La 4e 1 remporte la coupe du meilleur groupe filles, la 4e 5 celle du meilleur groupe garçon et la 4e 11 remporte le trophée de la meilleure classe à l'occasion de cette journée du respect. Et dans le reste de l'actualité, ce samedi à l'espace Léo Ferré sera organisée la braderie de la Journée mondiale de la Croix-Rouge monégasque. Les fonds seront reversés intégralement au service social de l'organisation et seront utilisés pour aider un grand nombre de personnes dans le besoin en principauté et dans les communes limitrophes. Et avant de refermer cette édition, passons aux prévisions météo pour ces prochains jours. Découvrez la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Vendredi, un ciel mitigé au programme avec des températures qui iront de 14 à 20 degrés. Samedi, pas de changement notable avec un mercure pratiquement identique à la veille. Dimanche, détérioration du temps avec des températures proches des normales. Et enfin lundi, un ciel partagé entre nuages et soleil avec une maximale de 19 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic, Galerie, Interior Design, Art and Gifts. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un nouveau numéro de votre magazine ASM FC présenté par Émilie Rousseau. À très bientôt sur Monaco Info.